Alors, dans cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous raconter. D'abord, j'étais un peu absente de YouTube parce que j'ai mon écran qui m'a lâché, en fait. J'ai encore, là, c'est les voisins qui mettent les bouteilles de bière dans un carton, bref. Oui. J'ai un écran qui se plie, enfin, j'ai un portable qui se plie, parce que c'est pratique pour mettre dans ma poche. Le problème, c'est que les premiers qu'ils ont fait, que j'ai acheté il y a 2 ans déjà, l'écran se détériore. Donc du coup maintenant je peux plus l'ouvrir complètement. Il reste à moitié plié. Ce qui est un peu dérangeant. Et donc du coup, il était plus sous garantie, donc du coup, voilà, et il a fallu que j'en achète un autre. Et comme c'est pratique quand même ce système, et que j'ai vu qu'ils avaient amélioré l'écran, donc maintenant ça devrait plus péter. Donc voilà, il y a mon devis qui allait m'en chercher un. Donc demain je devrais pouvoir l'utiliser. Ouf. Mais là, donc, j'ai vu que je pouvais quand même, depuis à moitié, arriver à encore faire une vidéo. Donc, je fais une petite vidéo. C'est la dernière vidéo qui fait cet appareil. Ça y est. Ça y est. Mon livre est terminé. Je vous montre. C'est ça. Ça, c'est le manuscrit, en fait. Il fait 150 pages. Et je vais sortir en Kindle, mais pas encore en version papier. Et là, c'est la table de matière du livre. Alors, en fait, j'ai dans une première partie parlé de en fait, bien sûr j'ai insisté sur ma vie par rapport à l'alimentation, comment ce que j'ai vécu a impacté sur mon alimentation. Euh, mais en réalité, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que je n'ai jamais été anorexique mentale, pas du tout. Et l'anorexie que j'ai faite, c'est parce que à cause du Covid, il y a eu deux choses. Il y a d'une part le Covid qui m'a retiré le goût et l'odorat. Et en plus, j'ai eu un dégoût dans la bouche qui faisait que je ne pouvais pas manger. Et avant ça, mon état déjà de maigreur s'expliquait par le fait que petit à petit, avec la maladie plus ce que j'ai vécu, mon estomac finalement s'était rétréci un peu. Et donc je mangeais pas, j'avais dit à ma faim, mais si, je mangeais à ma faim. Mais en fait, la satiété arrivait trop tôt. Et finalement, je mangeais pas assez. Mais c'était pas, c'était dû à différents facteurs. J'en parle bien en détail dans mon livre. Et je vais pas titrer cette vidéo une anorexique affamée, le parcours initiatique d'une résiliente, parce que sinon je vais me faire encore supprimer la vidéo par YouTube qui veut pas qu'on parle de troubles alimentaires. Enfin, du moins, il cherche pas à comprendre. Moi, j'ai témoigné de ce que j'ai vécu, mais je n'ai pas. Moi, je pense que je parlerai de phobie alimentaire. Mais de toute façon, dans ce livre, j'en parle un peu. J'évoque, je pose des questions aussi à la fin du livre, où j'y réponds, bien sûr, pour expliquer les différentes phobies alimentaires qui existent. Mais ça reste quelque chose de. Comment dire? J'explique la différence entre la faim et l'appétit. Je parle de satiété, de... C'est intéressant, j'ai appris plein de choses en fait, parce que je suis beaucoup renseignée. Dans une première partie, c'est avant mon hospitalisation, avec ma vie avant l'accident de mon père, puis ma vie lors de l'accident de mon père, et ma vie après son accident. Ma mère travaille, elle est à la retraite et elle est décédée. Donc voilà, en fait, ça a été une espèce d'introspection que j'ai eue. Après, dans le chapitre 2, j'ai eu mes deux hospitalisations, parce que j'en ai eu deux. Une euh, qui a duré 5 jours et je suis rentrée et j'ai vu que mon état n'était pas amélioré, donc je suis retournée à l'hôpital. Et après, il y a le chapitre 3, l'après-hospitalisation, où j'explique les débuts avec la sonde, comment j'ai appris à fonctionner, à fonctionner la machine, la rééducation de mon estomac, comment ça s'est passé, renforcement musculaire, parce que c'est pas du tout le même corps que j'avais, même avant le Covid. Avant le Covid, j'avais pas le corps que j'ai maintenant, en fait. Là, j'ai repris des muscles. Alors, je marche toujours pas. Enfin, je marche toujours pas. Je reste en fauteuil roulant la plupart du temps. Je peux marcher un petit peu avec le déambulateur le matin. Voilà, après, je vois le retrait de la sonde, les consultations en visio que j'ai avec une diététicienne et avec une psychologue.
un suivi infirmier quotidien, je parle de mes aides de vie, et avec ça, j'illustre mes écrits par des petits dessins humoristiques, plus des fois des aquarelles. Après, dans le chapitre 4, je fais des questions-réponses, je donne des exemples des questions auxquelles je réponds. Qu'est-ce qui m'a aidé à ne pas perdre espoir? Comment gérer sa dépendance aux autres? Comment ai-je fait pour traiter les escarres? À quel moment ai-je ressenti la peur de mourir? Pourquoi ce titre de livre, Une anorexique affamée? Pourquoi et comment le stress peut-il impacter la digestion? Le stress peut-il engendrer des troubles digestifs chroniques? Ça avant l'autre, mais bon. Quels sont les symptômes digestifs dus au stress? Comment fonctionne l'estomac? Vous voyez, c'est quand même... Bon, je continue. Quels sont les signaux de faim et de satiété? Qu'est-ce que la faim? Qu'est-ce que la satiété? Quelle est la différence entre la satiété et le rassasiement? Pourquoi rester attentif à ces sensations alimentaires? Qu'est-ce que l'appétit par rapport à la faim? Comment écouter et respecter ces sensations alimentaires? Qu'est-ce qu'un trouble alimentaire? Qu'est-ce qu'une phobie alimentaire? Qu'est-ce que l'anorexie mentale? Qu'est-ce que l'anorexie non mentale? Quels sont les signes avant-coureurs d'un trouble alimentaire? Qu'est-ce que la phagophobie? Qu'est-ce que la depnophobie? Qu'est-ce que la néophobie alimentaire de l'adulte? Ça, c'est la peur des nouveaux aliments. Quelles solutions peut-on mettre en place pour aider les personnes qui souffrent de TCA et de phobie alimentaire? Voilà. Et il fait 150 pages. Et là, il est disponible en format Kindle. Donc, tous les dessins, c'est moi qui les ai réalisés. Et voilà, je suis contente, non? C'est un combat. Voilà, et donc, ça m'a donné envie de poursuivre sur notre thème, faire un livre sur la sclérose en plaques, mais de manière rigolote, comment vous dire, expliquer des symptômes, la vie avec une sclérose en plaques, et sauf que je vais essayer de les montrer de manière très... avec beaucoup de recul. Je sais pas si vous avez vu ce film, il y avait un film qui était joué par un acteur italien qui parlait de la Seconde Guerre mondiale. Et cet acteur, en fait, cette personne, c'était un homme, expliquait, en fait, dès qu'il expliquait à un enfant ce qui se passait, et c'était pendant la guerre, il se passait des choses horribles, mais il avait une manière de raconter des choses pour que ça soit... En fait, il racontait n'importe quoi, et là, moi, mon idée, ce serait, par exemple, parler vraiment de tout, parce que vous savez que moi, j'ai pas de tabou, enfin, du moins que je pense qu'il faut aborder tous les sujets, même les plus délicats. C'est pas toujours évident, hein. Par exemple, là, attendez, je vais boire un peu. Bah, les troubles, moi j'ai des troubles du sphincter, que ce soit la vessie ou c'est le rectum, ouais, on n'a plus de force en fait. Voilà, les muscles sont affaiblis, on n'a plus ce réflexe de pouvoir faire pipi naturellement et de l'exonérer, donc de faire caca, on va dire. Et du coup, il faut trouver des moyens différents. Et moi, j'ai tendance à, au lieu de vivre les choses de manière sérieuse, je les, comment on pourrait dire ça? Humorifie, non, ça n'est pas ça, non? Je les tourne un peu, des fois, au ridicule. Là, en fait, dernièrement, des destins qu'on a fait avec la devis, j'ai dit, peut-être ça me donne l'idée de parler de le problème de ne pas pouvoir exonérer, de ne pas pouvoir pousser, en fait, de le faire de manière rigolote. En fait, je lui ai dit, je vais faire parler mes excréments. En fait, voilà, c'est de dire, tiens, enfin, vous verrez, voilà, c'est des idées comme ça. Et tout, la vessie, c'est la vessie qui va parler quand il nous arrive des accidents pipi, bah, au lieu que ce soit la personne vraiment, son cerveau qui parle, là, c'est la vessie que je vais personnifier. Voilà. Bon, je pense que c'est un petit délire, mais de l'autre côté, c'est une manière rigolote de parler de la sclérose en plaques. Voilà, je vais essayer de faire ça, je garantis rien. Et si vous avez des idées, dites-moi, la question que je pourrais vous poser, c'est quels sont les
les difficultés que vous rencontrez avec la sclérose en plaques qui vous peinent le plus et qu'est-ce qui est pour vous le plus difficile à expliquer à vos proches, ce que vous vivez, par exemple la fatigue chronique, je sais pas, les douleurs, voilà, dites-moi quelles sont vos difficultés et parce que je sais que c'est pas toujours évident de trouver les mots pour exprimer ce qu'on ressent et que l'entourage parfois et même souvent il comprend pas et c'est compliqué de faire comprendre ce qu'on vit si la personne elle ne le vit pas. C'est comme par exemple la fatigue. Quand on parle de fatigue, ben les gens ils pensent à leur fatigue, enfin à la fatigue qu'eux peuvent ressentir à certains moments, et leur expliquer que la fatigue chronique de la sclérose en plaques, c'est pas pareil. Et qu'en plus, la fatigue normale peut se surajouter. Voilà, et donc pouvoir trouver les mots pour expliquer à ses proches, c'est important. Et pour pas être jugé, en fait, de manière, ouais, c'est bon, on est tous fatigués. Moi, je me souviens, et à son âme, ma mère, quand je lui disais, maman, j'arrive pas à tenir toute une journée à travailler, mais c'est normal, on est tous fatigués, quand on débute, tu vas t'y faire. Et en fait, non, je pouvais pas m'y faire, mais bon, elle pouvait pas savoir que j'avais la sclérose en plaques. Et quand on m'a diagnostiqué, on m'a annoncé le diagnostic de sclérose en plaques, après 26 ans d'errance quand même, et qu'on m'a dit, oui, la fatigue, je posais la question, mais la fatigue chronique, c'est un symptôme de la sclérose en plaques? On m'a dit oui. Ah, et là, tout reprenait un sens en fait. C'est comme si enfin on me donnait un décodeur pour comprendre les symptômes que j'avais depuis longtemps. Voilà, donc, voilà, si vous avez, si vous pouvez répondre à cette question, ce serait bien. Parce que je vais essayer aussi de faire en sorte que le livre répond aussi à ce qui vous, enfin, parler de sujets qui vous intéressent le plus. Voilà. Si vous avez des idées par rapport à ça, donc on va parler des problèmes urinaires, des problèmes, des douleurs aussi. Voilà, j'ai essayé de faire un petit tour d'horizon de tout ça. Et bah, je vais m'arrêter là, hein, ça fait 12 minutes. C'est bien, mon écran a tenu. Voilà, à bientôt. Et oui, je vais faire une petite vidéo pour les débutants, enfin les débutants, les gens qui viennent d'apprendre, les personnes qui viennent d'apprendre qu'elles ont la sclérose en plaques. Je vais faire un petit audio pour vous dire qu'est-ce l'essentiel à savoir par rapport à la sclérose en plaques. Parce que quand on arrive, ouais, bienvenue au club. Quand on nous apprend qu'on a une sclérose en plaques, moi, ça avait été un soulagement parce que ça faisait depuis des années que je me demandais ce que j'avais. On me disait toujours que vous n'avez rien. Puis là, enfin, on me dit oui, si, c'est bien une maladie que vous avez. C'est la sclérose en plaques. Et donc, on peut soit être enfin soulagé de savoir qu'on a vraiment quelque chose et qu'on reconnaît enfin qu'on a diagnostiqué une maladie, avec l'espoir qu'on puisse nous guérir, ce qui n'a pas été le cas, mais bon. Ou bien, ben attends, j'arrive plus à marcher, qu'est-ce que j'ai? Mince, une maladie, c'est quoi cette maladie? C'est assez grave. Et quand est-ce que je vais pouvoir aller mieux? Voilà. On n'a pas tous, on a tous le choc de l'annonce, mais on va pas vivre forcément de la même manière. Et souvent, on se pose des questions, mais qu'est-ce que c'est cette maladie? Et donc, d'expliquer un petit peu ce qui vous attend, voilà. Donc, je vais le faire maintenant. Et puis, bah, vous irez sur mon blog, christelborelli.com. Et là, vous pourrez télécharger cet audio. Et en même temps, vous aurez, dès que il sera disponible sur le site, la possibilité de lire mon livre. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt avec un nouveau téléphone.